Aujourd'hui, nous allons donc continuer avec toujours la synchronicité. D'ailleurs, il dit qu'il y avait il y avait trois autres éléments qu'il fallait voir. Donc, j'étais de disant qu'aujourd'hui, nous allons essayer de voir deux ou trois choses à ce qui concerne toujours la synchronicité. Donc, notamment ici, là, en ce qui concerne les promesses. À l'entame, je vous avais dit cela qu'il y a d'autres méthodes qu'on peut utiliser pour faire des requêtes vers un serveur, notamment avec la méthode fetch. Donc, c'est ça que nous allons voir. Mais bien avant la méthode fetch, nous allons voir deux ou trois choses qui viennent ici là compléter la notion de promesse. Alors, lorsqu'on fait les promesses, il y a deux autres syntaxes là qui sont importantes. On appelle ça ici là async et await. Si vous avez essayé un peu de lire la documentation sur le JavaScript, vous devez comprendre. Bon, ce qui veut commencer par faire, il va d'abord créer des fichiers pour pouvoir travailler aisément. Bon, on a d'abord un fichier index.html, on a un fichier index. Bon, on peut même directement travailler directement dans le même fichier, on n'a pas besoin de créer un autre fichier. Ici, là, je vais juste mettre le squelette HTML. Le nom sera async await. Suivi ici là de fetch. Nous allons voir en profondeur ce que c'est l'API fetch. À la suite de async et await, bien évidemment. Ok. Donc, il était disant que il existe ici une syntaxe assez spéciale qui va nous permettre donc de travailler avec les promesses de manière plus confortable. Puisque si nous avons utilisé les promesses, nous avons vu comment on peut consommer une promesse. Maintenant, là, on va essayer de voir comment est-ce qu'on va donc utiliser toujours les promesses. Mais cette fois-ci, nous allons voir ce qu'on appelle des fonctions asynchrones. Comment on peut donc créer une fonction asynchrone sans faire retour, par exemple, ici, là, aux promesses. Vous vous rappelez dans l'exemple passé, qu'est-ce qu'on faisait lorsqu'on voulait créer une promesse? Donc, lorsque j'ai écrit ma fonction, par exemple, que je voulais retourner une promesse, je faisais un return de new promise. C'était ça, non? Alors là, maintenant, avec la syntaxe async, on va écrire une fonction asynchrone qui n'a pas besoin de retourner une promesse. Et pour ce faire, on utilise ici là le mot-clé sync. Donc, si je veux écrire une fonction qui retourne une promesse, c'est-à-dire quoi? Si je veux écrire une fonction asynchrone, je peux utiliser le mot-clé async. Et avec le mot-clé async devant ma fonction va donc renvoyer toujours une promesse. Et donc, ce qu'on va retenir, c'est que toutes les valeurs qui seront enveloppées dans ma fonction et en fait, toutes les valeurs qui vont être retenues seront des valeurs qui seront résolues, en fait. Donc, lorsque je vais consommer ma promesse, le retour de ma promesse, en fait, c'est ça qui signifie cela que c'est résolu, que ma promesse est résolue. Donc, un exemple très simple, si je vais écrire fonction asynchrone, je suppose que ma fonction va s'appeler fonction, par exemple, make request. Si ma fonction s'appelle make request, c'est-à-dire quoi, faire une requête, bien évidemment, il peut y avoir des paramètres si au besoin. Si par exemple que return pour dire que la requête a bien été effectuée. Alors j'ai oublié quelque chose ici. Il faut bien mettre la balise script. On va écrire un script dans le HTML. Donc ma fonction make request retourne 1 pour dire que la requête a été effectuée. Si je veux que si je veux ici là en fait que cette méthode, alors que cette fonction retourne ici là une promesse, qu'est-ce que je dois faire? Je dois précéder ma fonction ici là du mot-clé async. C'est clair pour vous. Donc en faisant async, nom de ma fonction, je retourne 1. Ça veut tout simplement dire que je rends ma fonction ici là asynchrone. Elle va retenir dorénavant quoi? Une promesse. Et les différentes valeurs qui sont dans ma fonction ici là
sont enveloppés dans une promesse qui est résolue de manière ici là automatique. Si je retourne par exemple 1 dans mon cas, ça voudrait dire tout simplement quoi? Ça veut tout simplement dire que ma promesse renvoie, que ma fonction renvoie en fait une promesse résolue avec comme résultat la valeur, la valeur 1. C'est simple comme bonjour. Et ça se comprend. Donc, dire que je crée une fonction et je mets le mot async devant veut dire que ma fonction devient asynchrone. Et puisque ma fonction est asynchrone, elle va toujours retourner quoi? Une promesse. Et dans mon cas, si je retourne 1, ça veut dire que la valeur qui est enveloppée, cela sera toujours une promesse qui est résolue. Et donc, tel que j'ai fait ça, je peux donner cela, faire tout ce qui existe en ce qui concerne les fonctions asynchrones. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux donc consommer ma fonction. Si j'appelle ma fonction, qu'est-ce que je fais? On peut tout simplement peut-être dire make request. Vous puissiez voir que c'est vraiment ce qui se passe. Si je fais make request et que je m'en vais donc ici, là, essayer d'obtenir le résultat, je devais faire un console.log. Si je fais là une console.log, par exemple, de make request, ok, vous voyez que il m'a retenu bien une promesse. Et qu'est-ce qui se passe avec ma promesse? On sait très bien ce qui se passe. On a eu déjà travaillé dessus. Donc, on a bien évidemment une promesse qui a quoi? Deux propriétés, bien évidemment. Il y a la propriété quoi? Promise state. La propriété promise resolve. L'état étant à fulfill, ça veut dire que la promesse a été resolve. Donc, du coup, quand c'est à fulfill, forcément, au niveau du result, on a un résultat donné. Et dans notre cas, qu'est-ce qu'on retournait? On retournait tout simplement la valeur 1, qui est cette valeur-ci. Donc, vous voyez l'utilité, en fait, d'utiliser cela async. C'est la même chose maintenant. Quand vous allez faire des requêtes, au lieu de faire un return de peut-être de new promise, vous pouvez directement dire cela que votre fonction sera une fonction asynchrone et directement dans la fonction, vous essayez tout simplement de faire ce que vous voulez. Nous, on peut par exemple également décider de retourner une promesse dans notre fonction, mais ça revient à la même chose. Donc, au lieu de faire par exemple ici là, return, au lieu de faire par exemple là un return de. Donc, regardez par exemple, en faisant par exemple ceci, je peux dire tout simplement que dans ma fonction, qu'est-ce que je fais? Je fais un return de quoi? De promise, point resolve de 1. Vous voyez que c'est équivalent en fait à return 1, étant donné que ma fonction est asynchrone. Donc ça reviendrait ici à la même chose. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc ça revient à la même chose. Donc si on fait ça, c'est la même chose qu'on a fait ici. Parce qu'ici, là, on a déjà dit quoi? Lorsqu'on met le mot-clé async devant l'un de ma fonction, ça devient une fonction asynchrone et ça retourne toujours et toujours une promesse. Un instant. On est en train de dire qu'en mettant le async devant une fonction, elle va toujours rendre notre fonction asynchrone. Et j'ai pris l'exemple également qu'on pouvait directement ici là, de manière explicite, retourner une promesse. Mais on n'a plus besoin parce que déjà, en faisant le async et en retenant une valeur, toutes les valeurs qu'on va retenir en fait seront enveloppées et retenons toujours un résolve. En fait, une réponse qui est résolue. Donc, ça veut dire que la promesse est résolue avec la valeur qui a été retournée en fait. Ici là, je montre également qu'on peut directement
retenir une promesse. Donc, ça revient au même à ce que j'ai dit tout plus haut. Donc, lorsqu'on met cela async, cela assure cela en fait que la fonction va renvoyer une promesse. Donc, ça, c'est clair. Lorsqu'elle va renvoyer donc une promesse, toutes les valeurs, elle va donc ici là envelopper toutes les valeurs de celle-ci. Pour pouvoir retourner. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est simple, c'est le mot-clé que je voulais voir, mais on va voir un peu ça dans l'exercice. Ce n'est même pas le mot-clé ici, c'est le deuxième mot-clé qui sera très intéressant. Parce qu'une fois qu'on a une fonction qui est asynchrone, maintenant, quelle est son utilité? Ça, c'est la question que je dois me poser. Il y a le mot-clé maintenant await. C'est le deuxième mot-clé que nous allons voir. Il y a le mot-clé await. C'est même la puissance de cette syntaxe-ci. Donc, on aura toujours en fait le mot-clé await qui va fonctionner dans une fonction qui était déclarée comme étant asynchrone. Mais elle va toujours s'appeler dans une fonction qui est déclarée comme étant asynchrone. Nulle autre part. Donc, si vous appelez cette syntaxe-ci ou alors ce mot-clé autre part que dans une fonction qui était définie comme étant asynchrone, cela ne va pas fonctionner, bien évidemment. Donc, à chaque fois que vous aurez par exemple une fonction qui est asynchrone, vous pourrez définir cela le mot-clé await à l'intérieur. Alors, que fait donc ici là le mot-clé await? Par exemple, j'ai une variable qui veut dire par exemple let. Si je dis par exemple let, une valeur, je vais l'appeler value, soit par exemple await promise. En supposant que promise est un objet de type promesse que j'ai déjà instancié plus haut. Que va donc faire le mot-clé await devant une promesse? Elle va tout simplement faire ce qu'on appelle attendre que la promesse soit résolue. C'est un peu pour faire le parallélisme en fait. Souvent, vous voulez exécuter plusieurs choses, mais vous voulez que l'un se termine avant que l'autre continue. Donc, vous attendez par exemple une valeur retenue par une fonction pour pouvoir continuer l'exécution. Sinon, si vous ne faites pas attendre, puisque l'exécution se fait ligne après ligne, on a une interprétation ligne par ligne. Dès qu'elle va passer directement, elle va passer à l'étape suivante et la valeur ne sera pas retournée dans la variable que vous avez déclarée. Je prends un cas simple. Vous avez par exemple déclaré une variable qui permet de récupérer la liste des utilisateurs. Mais la liste des utilisateurs, vous faites appel à une API. Donc vous ne connaissez pas le nombre de temps que va faire cette requête pour retourner la valeur que contient en fait la liste des utilisateurs. Ça veut dire quoi? À l'instruction suivante, vous ne pouvez pas directement utiliser cela. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Il faut faire attendre. Donc, il faut faire quoi? Il faut que vous faites un await de la promesse qui permet de faire de retrouver les étudiants. Je suppose que promis, en fait, permettait de retrouver les étudiants, d'aller contacter le serveur pour récupérer la liste des utilisateurs, autant pour moi. Donc, en faisant await, ça me permet de faire quoi? D'attendre que cette promesse soit résolue avant de passer à l'instruction suivante. Donc, après, maintenant, je pourrais utiliser la valeur ici pour continuer. Mais si je n'avais pas mis await, ça devait directement arriver à cette ligne, interpréter et passer à la ligne suivante. Sans attendre en fait que la promesse ait été résolue ou pas. Et ça, c'est clair pour vous. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous allez voir le mot-clé await, ou bien lorsque vous allez utiliser le mot-clé await, ça va faire en sorte que JavaScript attende que cette promesse, la promesse que nous avons mis le await avant, donc ça va permettre à JavaScript d'attendre que cette promesse se réalise et renvoie son résultat. Donc, tant que la promesse ne se réalise pas, il ne renvoie pas son résultat, on ne passe pas à l'instruction suivante. Un cas très simple. On va toujours commenter ce que nous avons déjà fait. Alors, nous allons prendre un exemple très simple. Donc, on va toujours prendre notre fonction asynchrone. On met toujours le mot-clé async. On va l'appeler function
On va l'appeler tout simplement make pour faire un peu raccourci. Ok. Ma fonction s'appelle make pour dire faire quelque chose. À l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir une promesse, par exemple, let l'appel promise reçoit quoi? New promise. On va utiliser le constructeur promise. À l'intérieur, on a notre fonction qui s'appelle quoi? L'exécuteur. Nous avons l'exécuteur qui est une fonction callback qui prend en paramètre quoi? Resolve. Bon, ici, ce sont les arguments. Son premier argument, c'est resolve. Son deuxième argument, c'est reject. Donc là, nous sommes en train de déclarer donc ici, on va utiliser les fonctions fléchées. Qu'est-ce qu'on va donc faire ici là, à l'intérieur? On va tout simplement faire quoi? Un set time out pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, on va tout simplement faire un set time out. Et à l'intérieur, on va seulement dire quoi? On va faire un resolve après peut-être une seconde. Donc, dans notre set time out, on ne va rien prendre en paramètre. Et on va tout simplement faire quoi? Resolve. On va afficher un message pour dire quoi? Done, pour dire que ça a été fait. Puisque c'est notre une fonction set time out, on veut qu'elle se fasse après peut-être une seconde. Elle va attendre une seconde avant de réaliser en fait l'action. Est-ce que c'est clair pour vous jusqu'ici? Donc là, dans ma fonction, qu'est-ce que j'ai? J'ai instancié une promesse. Donc son objectif est de faire quoi? De retourner tout simplement done après une seconde. Donc notre promesse, on est sûr que notre promesse sera résolue après une seconde parce qu'on a retenu quoi? Un resolve. Là, c'est clair. Donc maintenant, par la suite, ce que je veux faire, c'est quoi? Je veux pouvoir attendre. En fait, par la suite, qu'est-ce que je veux faire? Je veux peut-être afficher la valeur retournée à ma promesse ici directement dans ma fonction. Qu'est-ce que je fais? La première idée, c'est de faire quoi? C'est de faire un let result reçoit et wait. Non. C'est de faire let result reçoit quoi? Promise et d'afficher dans ma promesse. Le résultat de ma promesse, bien évidemment. Mais est-ce que ça va fonctionner alors? Donc, pour voir si ça fonctionne, on va faire un exemple très simple. Donc, si on fait là, par exemple, un console.log de, on va dire console.log de result. Selon vous, quel sera l'affichage en console? On va tout simplement aller tant qu'on la consomme pas comment. Voilà, nous, que fait notre fonction en fait? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Que fait notre fonction? On a une fonction asynchrone parce qu'on a mis le mot-clé async. Donc, l'objectif est de faire quoi? Dans la fonction, qu'est-ce qu'on fait? On extensie une promesse et qui est résolue à done après une seconde. Et après, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut afficher en fait pour voir le contenu de la promesse. Forcément, si une promesse est résolue, ça veut dire quoi? On a le résultat. Est-ce que c'est clair? Donc, je peux récupérer le résultat de ma promesse en faisant quoi? Puisque j'ai la variable promesse qui fait quoi? Qui résolve à quoi? À done. Le résultat sera done. Mais maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je vais essayer d'afficher pour voir est-ce qu'il y a quelque chose dans le résultat. Si je fais appel à ma promesse, si j'enregistre, que je m'en vais là, je peux donc inspecter pour voir qu'est-ce qui m'affiche en console. Bon, là, je n'ai pas consommé, il va pas
conseiller, bien évidemment. Bon, l'exemple que je voulais montrer, c'est quoi? C'est que tant que bon, là, c'est pas normal, ça ne fonctionne pas. Ici, il y a un problème ici. Normalement, je devais avoir quelque chose en console. Je ne sais pas pourquoi il ne prend pas. Bon, on va essayer avec un alerte. Essayons de faire. Essayons plutôt de faire alerte. Peut-être avec le. Essayons de faire plutôt un alerte ici. On va faire alerte tout simplement de résolve. Essayer de voir le résultat. Là, il y a un problème quelque part ici. Alors, il y a un problème quelque part ici. Il y a un problème quelque part. Ah, désolé. Il n'y a pas de problème. J'ai oublié de faire appel à ma fonction. Donc, voici ma fonction. Pour que c'est ce qu'il faut bien qu'on fasse appel à elle. Donc, je vais appeler la fonction make. Donc, si j'appelle ma fonction make, je viens ici là. Inspecter mon code. Qu'est-ce que j'ai? On dit ici là. Bon, regardons d'abord au niveau de la promesse. On dit que la promesse a été rejetée. Vous voyez, on a une erreur. Pourquoi? La promesse, on ne sait pas si la promesse a été résolue ou pas avant, en fait, ici là, son appel. Comme si j'ai fait une erreur ici. Ah oui, set time. Ah, vous n'étiez pas avec moi. J'ai fait une erreur là. Je m'étonnais déjà que j'ai une erreur. Je ne se trouve pas. Si je fais ça, j'expecte à nouveau. Qu'est-ce que j'ai? Regardez donc. Ici là, qu'est-ce que j'ai? Après une seconde, j'aurai ma promesse qui sera résolue. Full fit égale à donne, qui correspond bien évidemment à quoi? Aux données qui étaient ici à l'intérieur. Mais maintenant, ce que je veux faire, c'est quoi? Ce que je veux faire à l'aide plutôt de resolve. Pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Je fais là, à l'aide de resolve. Je vais tout simplement ici aller. Qu'est-ce que j'ai dit par rapport à sync? Ça retourne quoi? Une promesse qui est toujours résolue. Et pour se rassurer que notre promesse est résolue, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, là, par exemple, il faut faire quoi? Await the promise. Donc ici, là, il va attendre que cette promesse soit résolue et envoyer le résultat dans la variable ici avant d'aller ici, là, faire quoi que ce soit. Donc, normalement, si je mets mon await là, donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai là maintenant done. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est parce que ça m'a affiché un objet. Pourquoi? Parce que en JavaScript, en JavaScript, qu'est-ce qui se passe? L'interprétation se fait ligne par ligne. Donc, dès qu'il arrive à cette ligne-ci, en fait, il fait directement cette opération-ci et il passe. Or, quand il passe ici, là, en fait, c'était une promesse. Et ça prenait une seconde. Lui ne va pas attendre une seconde dans l'instruction. Lui c'est qu'il va seulement exécuter l'instruction et passer. Or, lorsqu'il passait dans Resolve, il avait tout simplement quoi? La promesse qui avait déjà été instanciée ici, là. Mais il n'avait pas la promesse à l'état résolu, en fait. Raison pour laquelle il est passé. Et après, lorsqu'il veut faire un affichage, il affiche directement l'objet parce qu'à l'entame, c'était un objet qu'on avait à l'intérieur. Donc, c'était une promesse qu'on avait. Or, maintenant, en faisant le await, on force en fait, c'est là que la promesse soit résolue avant de retenir le résultat. Donc, en quittant à la ligne 29, resolve aura une valeur précise. En notre cas, par exemple, on avait fait juste un donne, un resolve de donne pour dire quoi? La valeur sera donc donne. Donc, l'aide resolve va recevoir quoi? La valeur retournée donc par la promesse qui est ici. Et du coup, on peut donc faire notre affichage comme on veut.
Donc, ça veut tout simplement dire quoi? L'exécution de notre fonction va faire une pause à ce niveau-ci. Mais sans mettre le await, il n'y a pas de pause. L'exécution va se faire de manière séquentielle. Il passe à la ligne 29, après il passe à la ligne 30, après il passe à la ligne 31. Mais lorsqu'on va faire dans le await, l'exécution de la fonction va faire une pause à la ligne 29. Et elle va donc reprendre lorsque la promesse va donc s'installer, donc lorsque la promesse sera résolue. Et elle est résolue après combien de temps? Après 1 seconde, comme vous avez vu ici. Donc, ce qu'il faut retenir, ou bien ce qu'il faut souligner, c'est quoi? C'est que le await qu'on met ici là avant la promesse va suspendre en fait l'exécution de notre fonction jusqu'à ce que la promesse ici là soit réglée. Lorsqu'on parle de promesse réglée, bien évidemment promesse résolue, donc une promesse qui a été bien exécutée, qui a retenu quelque chose. Donc voilà ce qui concerne le await et le async. J'espère que jusqu'ici là c'est assez un peu clair pour vous. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Donc c'est ouais, que c'est un peu plus élégant que d'utiliser en fait ici là les promesses.den et ainsi de suite. Mais vous allez voir, ça sera très utile lorsque vous allez faire des appels API. Donc ne vous inquiétez pas. Quand on sera sur un langage serveur, on va bien faire des exemples là-dessus. Et vous allez comprendre comment ça fonctionne. Donc pour se séparer sur cette partie-ci, on va faire un exemple très simple. On va essayer par exemple de faire un cas pratique qu'on fait le plus souvent dans les applications. Par exemple, dans les applications, le plus souvent, on va afficher la photo de profil d'un utilisateur. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on veut le faire le plus souvent? Il faut faire une requête qui va faire quoi? Qui va aller chercher peut-être la photo de l'utilisateur. Vous voyez que c'est une requête asynchrone. On ne sait pas le nombre de temps que le serveur va faire pour aller trouver l'image de la personne et télécharger cela. Pourquoi? Parce que, il faut faire la requête. La requête signifie quoi? Vous avez une requête HTTP vers le serveur. Et lorsque la requête arrive sur le serveur, peut-être vous avez envoyé l'identifiant, peut-être l'identifiant ou bien le nom de l'utilisateur. Il faut donc que le serveur lance la recherche à partir de l'identifiant de l'utilisateur. Une fois qu'il a trouvé, il récupère la ressource et vous la transmet. Vous voyez que ça va se faire un certain nombre de temps. Raison pour laquelle il faudra faire donc ici là un await sur la requête qu'on envoie là en fait. Si c'est une requête Ajax ou alors si c'est une requête peut-être avec fetch, il faudra donc faire un await dessus avant maintenant de faire quoi que ce soit dans notre page. On va essayer de combiner les deux. On va d'abord essayer de voir comment est-ce qu'on utilise le fetch. Comment on fait des requêtes en utilisant cela l'API fetch. L'API JavaScript, bien évidemment. Fetch. Et lorsqu'on va voir, ça sera presque la fin de la partie concernant les requêtes avec JavaScript. Alors, donc ici, on va tirer un peu ceci. Je pense qu'on va créer un nouveau dossier. Bon, on peut toujours continuer dans ce fichier-ci ou bien... non, c'est mieux de continuer. On va fermer celui-ci. On va reprendre sur un autre. Donc, on va faire le fetch API. C'est une API qui nous permet de faire également des requêtes asynchrones. Ouais. Exactement, on va le faire. C'est pour ça qu'il dit qu'on va faire. L'autre dernière partie va consister à faire la programmation orientée objet. On n'a pas encore fait la programmation orientée objet, si vous vous rappelez. On a fait les objets. Donc, ce qu'on a fait jusqu'ici, c'était quoi? C'est de la JavaScript jusqu'en 2015. On a fait les objets. On n'a pas fait l'orienté objet. On a fait les objets. En JavaScript, c'est ce qu'on appelle la notion d'objet. Avec le mot-clé object. Là, on n'a pas encore fait la notion de classe. Et on n'a pas fait l'orienté objet en fait. On n'a pas fait la programmation orientée objet en JavaScript. Et on va le faire. Ce sera dans les nouveautés, certaines nouveautés.
Ce que nous sommes en train de voir maintenant, c'est déjà les nouveautés. Si vous constatez bien, on s'est arrêté à Ajax. Maintenant, lorsque j'ai commencé avec les promesses, c'est déjà les nouveautés qui sont venues à partir de 2015 sur JavaScript. Notamment les promesses, la méthode fetch, même les callbacks que nous avons fait avec l'interpolation. C'est déjà les nouveautés qui sont venues à partir de 2015. Après, nous allons voir la programmation orientée objet. Les autres choses, on va le voir dans les TP. Oui, en fait, l'orienté objet, c'est une autre partie, en fait. Toutes les fonctions, est-ce qu'on a dit ça quelque part? Est-ce qu'on a dit que toutes les fonctions sont des objets? Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à ça? Tout, je vous suis pas très bien, s'il vous plaît. Oh, là, c'était avant l'apparition des. C'est pas que tout est objet. C'est vrai qu'on va. Dans les tutos, vous allez voir, par exemple, souvent on m'a dit que JavaScript, toutes les fonctions sont des objets de la première classe. La classe de base, la classe prototype. Ça veut dire qu'elle peut être traitée par n'importe quel objet. Pourquoi? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. En fait, c'est un peu comme la racine. Lorsqu'on vous dit, par exemple, Lorsqu'on vous dit, par exemple, qu'en JavaScript, toutes les fonctions sont des objets de la première classe, vous devez vous poser la question, c'est quelle classe? Parce que quoi, en JavaScript, lorsqu'on a un objet, en fait, tous les objets qu'on va avoir auront une propriété. La propriété, là, c'est une propriété spéciale qu'on appelle prototype. Et donc, le prototype en question, je ne sais pas comment il veut dire cela. Le prototype en question, ce sera notre objet, ce sera l'objet racine, comme je dis plus haut, auquel, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire référence pour rechercher certaines autres propriétés, des méthodes, parce qu'il y a des propriétés sur. Regardez par exemple, lorsque je fais un console.log, vous voyez que quand je fais un console.log et que j'affiche par exemple l'objet, ce que j'ai fait le console.log, il y a certaines propriétés là qui s'affichent, mais qu'on ne connaissait pas en fait, parce ils sont hérités en fait de la classe prototype de départ. Donc avant l'arrivée par exemple de la notion de classe, on utilisait beaucoup plus les prototypes pour pouvoir faire la programmation orientée objet. Oui, non, 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 ça n'a rien à voir jusqu'ici là. Non, on n'a pas encore fait les prototypes. On n'a pas fait, enfin, on n'a pas besoin de voir les prototypes, ce sont les syntaxes anciennes. C'est vrai qu'on peut toujours les voir, mais on peut toujours les voir. Hmm. Si vous me posez cette question, ça veut dire qu'il y a un problème. Non. Lorsqu'on parle d'objets, en fait, ce que vous avez vu, c'est que c'était, on avait des objets auxquels on pouvait. Vous voyez, si vous regardez très bien, vous allez voir que même la syntaxe qu'on créait les objets, en fait, c'était un objet. En fait, à l'intérieur, la méthode qu'on met, c'est un peu une manière de simuler quelque chose.
Si vous regardez très bien la méthode qu'on met, c'est en fait comme une propriété de l'objet en question. Donc, on a ajouté comme une propriété à un objet. Lorsqu'on a un objet, ça veut dire quoi? À cet objet, on peut associer quoi? Ces objets possèdent quoi? Des propriétés et des méthodes. Et lorsqu'on définissait un objet en JavaScript, c'est parce qu'on n'avait pas la possibilité de créer une classe qui devait pouvoir être qu'on pouvait instancier à chaque fois. Est-ce que lorsqu'on a créé des objets, on les a instanciés? Non. On crée uniquement les objets pour faire quelque chose. Euh, non, c'est quand vous parlez déjà c'est quand vous faites déjà la notion de classe. Là, nous n'avons pas vu la notion de classe. Nous avons créé un objet. Un seul objet, on n'a pas dit qu'on créait une classe qui devait construire plusieurs objets. Non. Regardez bien les exemples de cours que nous avons fait. Qu'est-ce qui s'est passé? On crée juste un objet. Regardez par exemple l'exemple du coup sur la notion sur le 20. On voulait juste un seul objet de type 20. On n'a pas dit qu'on voulait créer plusieurs objets 20. Si on voulait créer plusieurs objets de type 20, on devait aller créer une classe qui permet de créer des 20. Mais nous, on n'est pas. L'exemple disait qu'on voulait créer un objet de type 20 pour pouvoir manipuler facilement. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On extensionnait tout simplement notre objet 20. On le créait tout simplement avec ses méthodes et ses valeurs. Enfin, c'est un peu comme un raccourci en fait d'utilisation des classes. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Bon, on va revenir dessus, donc ne vous inquiétez pas. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a deux choses qu'il faut retenir. Premièrement, vous le connaissez même déjà. Lorsqu'on parle d'objet, c'est tout simplement ici une instance concrète d'une structure de données. Et lorsqu'on parle d'instance d'une structure de données, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a quoi? Des propriétés et des méthodes. Lorsqu'on crée des classes, c'était pour dire quoi? C'était pour dire que une classe, en fait, on peut prendre les classes comme des structures de données parce elle va permettre de regrouper un ensemble d'éléments, les méthodes et les propriétés. Alors, lorsqu'on va parler d'objets, on va toujours dire que c'est une instance concrète de quelque chose. Dans notre cas, ça peut être l'instance d'une structure de données. Et elle va toujours contenir des propriétés et des méthodes. Et maintenant, lorsqu'on revient en JavaScript, si vous vous rappelez très bien, j'avais bien parlé de la notion de littéral. À l'aide de quoi? À l'aide des crochets. J'avais dit ceci, j'avais dit que les objets JavaScript peuvent être créés de manière littérale en utilisant quoi? Les accolades. Donc, quand j'utilise les accolades, ça me permet de créer quoi? Un objet JavaScript. Et maintenant, la deuxième autre méthode, c'est d'utiliser quoi? D'utiliser une classe prédéfinie. Nous, on avait plutôt travaillé, si vous vous rappelez très bien, il y avait travaillé avec Object. Ça veut dire qu'Object était une classe, mais on n'a pas vu comment est-ce qu'on construit les classes en JavaScript directement. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est comme ça qu'on crée au départ, en fait, avant l'arrivée en fait, de ECMAScript. On appelle ça le ECMAScript 5 ou alors ECMAScript 2015. Donc, c'est à partir de 2015, en fait, que la syntaxe sur les classes proprement dites ont été introduites. Donc, on va dire par exemple que classe, par exemple, utilisateur, et on va pouvoir définir les propriétés et les méthodes, le constructeur de la classe. C'est à partir de 2015, en fait, que cette syntaxe est née. Avant ceci, on utilisait plutôt les prototypes. Donc, quand ça vient, en fait, ça devient plus facile de pouvoir créer nos différentes classes et de manière claire et pouvoir instancer facilement. Donc, on va voir ça dans une autre partie. Donc, ne vous inquiétez pas. Est-ce que c'est clair pour vous aussi là? Ok. Bon, je ne sais pas si j'avais fait un exemple avec les prototypes, mais je pense que vous avez à compris avec ce que j'ai expliqué là, avec ce que je vous ai expliqué. Par exemple, si vous vous rappelez bien, parce qu'on avait créé par exemple un objet personne. Et lorsqu'on créait un objet par exemple personne, qu'est-ce qu'on faisait?
pour définir les propriétés de l'objet, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait tout simplement, on utilisait ici là le mot-clé dis. Ouais, je ne sais pas si c'est important de le faire maintenant parce qu'on pourra le faire plus tard. Maintenant, lorsque je crée, par exemple, moi, j'aime mieux de le faire directement. Par exemple, il veut prendre un cas simple. Un instant, s'il vous plaît. Allô? Oui, c'est comment quand même? C'est bien, taille, toi? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, taille. Je vais bien, toi? Non, ça va. Elisa a essayé de l'envoyer, envoyer le scan là. Uh-huh. Essaye de regarder si c'est bien, si c'est bien fait, quoi. Oui, oui. Tu as compris? Oui, que je regarde ça. Elle m'a envoyé par WhatsApp, Hein? non? Ou bien par Telegram. Je sais pas comment elle a envoyé. Ok, On bon, envoie ça par quoi? ah oui, elle m'a envoyé un document, c'est bon. Hein? Elle m'a envoyé un document. Ok. Regarde si c'est bien envoyé. Si c'est pas bien, tu dis on refait, elle refait encore. Hein? Donc, si elle a bien scanné, c'est que c'est bon. Je vais imprimer. Oui, il faut regarder. Il faut Oui. d'abord regarder si c'est bien, quoi. Et par rapport pour l'assurance que tu vas aller à la veille, là, je ne suis pas d'accord. Si tu pars à la veille et que, et que les machines ne marchent pas comme ça ne marche pas, tu vas faire comment si tu as plus en euros? C'est ça, ça me déprime. Hein? Je ne sais même pas comment ça. Forcément, il faut qu'au tout à mercredi, on est parti faire le rendez-vous. Parce que hier, il lui disait même. C'est ça, c'est ce que je demande. Et Oui, puis, oui, hier qu'il va appeler, je vais programmer. Il a prévu faire ça aujourd'hui pour le rendez-vous. On peut hein? le mettre en ligne. Maintenant, il a dit ça, il a appelé la mère hier pour lui dire. Il dit que si c'est en fonction de la date, je vais lui dire directement, ils viennent faire d'abord ça, même s'il faut venir avant, parce qu'on n'est pas sûr que si on fait à la veille, c'est ce qu'il dit que on peut partir, ça prend le temps. Voilà. Donc, en fonction de Oui, ça, je ok, les vais. enfants ne mangent pas comme lui. Hein? Mhm, C'est là le prendre rendez-vous. Hein? mhm, Ah, j'espère que ça va te donner rendez-vous dans un mois. mhm. C'est ça que depuis, j'ai toujours peur du rendez-vous là, quoi. Hein? Elle l'avait regardé. Ah, ça fait qu'on a perdu le Hein? temps, mais tout est délai. Mais un mois, ça sera beaucoup. Parce que ils demandent de déposer la demande au minimum 2 semaines. Enfin, minimum 15 jours, Hein? 15 jours avant. Donc, Hein? on est encore dans les délais au moins. On est encore au moins Ok. dans un mois et demi, un mois, une semaine. Donc, la D'accord. remettre sur le point maintenant, ça va faire Bon, peut-être deux essaie. semaines avant d'avoir la réponse. Hein? Mhm. Ok. Bon. Tout à l'heure, là, Essaie de faire de ton je vais mieux. lancer On ça. fait Oui. comme ça. Ok, ok. Hein? Dès que tu prends rendez-vous, tu me fais ça. Tu D'accord, vas d'accord, m'envoyer un message. d'accord, d'accord. Hein? Allô, désolé, j'ai eu un appel de gens là. Allô? Ok, vous tentez de demander quelque chose, c'est pas trop. Ok. Bon, j'ai dit que, bon, en ce qui concerne les prototypes, là, je suppose qu'on va voir ça la prochaine fois parce que ça sera sur les. Je vais vous montrer la syntaxe au niveau de l'objet. Oui, on a été mélanger déjà. L'objectif aujourd'hui, c'était de voir la syntaxe async, la syntaxe await, et maintenant de voir comment on peut lancer des requêtes en utilisant maintenant plutôt fetch. Et votre devoir sera maintenant l'un de vos devoirs, vous allez appliquer cela sur l'exemple que nous avons eu à faire. Bon, c'est vrai que s'il y a le temps, on va directement le faire. On a encore le temps. Ok. Donc, il dit qu'on va voir ici là, la syntaxe fetch. Avec fetch. Donc, comment on fait maintenant des requêtes vers un serveur avec la nouvelle syntaxe fetch. Donc, c'est toujours une syntaxe qui est venue ici là après
après 2015. Donc, il a dit quoi? Avec le ECMAScript 5, ECMAScript 2015 en fait. Donc, JavaScript, c'est là un organisme qui permet de gérer les évolutions. Et le plus souvent, un numéro de ça, vous allez voir, on m'a dit ECMAScript 2017, ECMAScript 2015, ECMAScript 2020. Oui. Allô, ouf, c'est comme si j'ai eu fermé sans me rendre compte. Exactement. Il était de disant en fait que le fait vient ici là après en fait l'utilisation de Ajax. Donc, il a été introduit pour faciliter en fait l'émission ou alors l'envoi des requêtes vers des serveurs distants. Et il vient ici là après dans les versions ECMAScript, notamment là, la version ECMAScript 2015. Tel que nous avons vu jusqu'à présent avec par exemple le Ajax, on voyait très bien que avec JavaScript, on peut faire quoi? On peut envoyer des requêtes réseau, donc des requêtes HTTP vers un serveur. Et lorsque les requêtes sont envoyées, on peut faire quoi? Lorsqu'on envoie des requêtes, on peut charger de nouvelles informations chaque fois que nécessaire lors de l'envoi de ces requêtes, bien évidemment. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on veut faire une requête? Dans quel cas on peut utiliser par exemple une requête HTTP? Soumettre une commande. Donc, par exemple, l'utilisateur est sur son espace personnel, bien sûr, la page front-end. Lorsqu'il veut faire une commande, en fait, qu'est-ce qui se passe? La requête est construite et envoyée vers le serveur. Et c'est le serveur qui va traiter dans cette commande-là. Un autre exemple, on veut pouvoir charger les informations de l'utilisateur. Ça, c'est le cas concret. On peut le faire avec Ajax, bien évidemment, également. Également, s'il y a des modifications sur le serveur, s'il y a des mises à jour sur le serveur, on peut faire des requêtes également pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir récupérer les mises à jour sur le serveur et les afficher sur l'interface front-end. Donc là, je parle par exemple d'une application qui fonctionne avec une API REST. On les appelle les API REST, donc une API qu'on a fait qui est stockée sur un serveur. Et à chaque fois, le client qui est connecté va faire des appels réseau ou des appels en faisant des requêtes HTTP. Et tout ce que j'ai cité là, en fait, lorsqu'on fait ces requêtes-là, on a un seul objectif, ne pas recharger la page. C'est la raison pour laquelle on a parlé de requêtes asynchrone lorsqu'on faisait le coup. Bien évidemment, au départ, on avait Ajax, qu'on a déjà bien évidemment fait. Maintenant, on va donc ici la mettre de côté le fameux Ajax, avec ici là la méthode Fetch, qui est la méthode plus moderne et une méthode plus polyvalente. Polyvalente dans le sens qu'elle va nous permettre de manipuler plusieurs autres choses sur notre requête, contrairement ici à celui de Ajax. On va le voir tout au long de ce cours. Donc, avec la première chose que je dois faire, c'est de créer d'abord mon fichier. D'accord.
Oui, allô? Donc là, on vous laisse appesantir en fait ici sur la syntaxe pour pouvoir construire une requête HTTP en utilisant cela la méthode fetch. La syntaxe, elle est simple. On déclare par exemple là, let, on met le nom de notre variable. Ce qu'il faut retenir également, c'est quoi? C'est que la méthode fetch va nous retourner toujours une promesse. On a toujours fait, raison pour laquelle au départ, on a d'abord fait comment est-ce que les promesses fonctionnent. Et tout de suite, là, maintenant, nous allons utiliser la méthode fetch et elle va toujours nous retourner une promesse. Raison pour laquelle je vais dire let promise reçoit quoi? Fetch. Donc, c'est la méthode fetch. Et elle prend en paramètre quoi? L'URL du serveur qu'on veut contacter. Et elle a éventuellement des options. Non. Il vient de dire que promesse. Une promesse, qu'est-ce qu'une promesse? Je viens de dire que fetch, c'est une méthode qui permet d'envoyer une requête vers un serveur. Comment vous pouvez me demander que c'est quoi la différence entre fetch et promesse? Vous voyez que c'est pas normal. Là. J'ai bien introduit le coup en disant quoi? Vous dites quoi? Promesse envoie des requêtes en bon? Depuis quand? Non, jamais dit ça. Vous voyez que vous n'avez pas révisé même le cours de la dernière fois. Les promesses n'ont rien à voir avec l'envoi de requêtes. Est-ce qu'on a introduit le cours, on a envoyé une requête en un moment, est-ce qu'on a envoyé une requête? Tous les deux premiers coups qu'on a fait, on n'a jamais envoyé de requête. Le seul jour qu'on a envoyé des requêtes, c'était hier. Est-ce que résolu veut dire qu'on envoie une requête? En JavaScript, il y a deux méthodes d'envoi de requêtes, soit utiliser Ajax, soit utiliser Fetch. L'utilisation de Ajax, on envoie des requêtes, on a des réponses. L'utilisation de Fetch, on envoie des requêtes et on a également des réponses. Maintenant, l'avantage d'utiliser Fetch, Fetch est une approche moderne d'envoi de requêtes. Et maintenant, l'avantage de Fetch, c'est que Fetch va nous retourner une promesse. Et c'est pour ça qu'au début, nous avons vu comment les promesses fonctionnent. C'est quoi une promesse? On n'a jamais dit cela qu'une promesse permet d'envoyer une requête. Non, c'est impossible. La promesse n'envoie pas de requête. Ce qu'il faut retenir, c'est très simple. Lorsqu'on parle de promesse en JavaScript, c'est un objet. Une promesse est un objet. On n'a pas dit que ça permet d'envoyer des requêtes. Non. Une promesse est un objet qui va essayer de représenter une valeur. Regardez bien l'exemple que nous avons fait la dernière fois. Et la valeur, qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à la valeur représentée par un objet promesse? Sa disponibilité, soit maintenant, soit dans le futur. L'utilisation des promesses, en fait, c'est pourquoi? C'est parce que lorsqu'on fait des opérations, en fait, on ne sait pas si ces opérations-là vont être disponibles à l'instant T. Raison pour laquelle il faut ici là qu'on associe une promesse pour que, en fonction de l'évolution, en fait, de nos opérations, on puisse connaître quel est l'état de l'évolution. Et un cas palpable d'utilisation, comme j'ai dit tantôt, alors c'était dans le cas, par exemple, d'envoi des requêtes vers un serveur. À l'entame même du coup, qu'est-ce qu'il avait dit par rapport aux promesses? Il avait dit par exemple que dans le cas d'un restaurant, lorsque vous faites une commande au restaurant, vous avez une promesse que vous serez servi, mais vous ne connaissez pas quand, parce que ça va prendre du temps. Alors, en faisant transformer cette commande comme étant une promesse, vous serez donc en mesure de pouvoir contrôler l'état de votre commande. En aucun moment, là-bas, on a fait appel aux requêtes, d'envoi de requêtes. Donc, on veut juste premièrement contrôler l'état d'avancement de notre commande. Et maintenant, lorsque la commande sera résolue, donc aura fini son traitement, on veut pouvoir avoir le résultat. Le résultat ici, c'est quoi? Peut-être que le serveur va vous dire de venir chercher, par exemple, votre commande au comptoir. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, on fait les promesses
Ce n'est que pour ça, en fait. Maintenant, j'ai dit la deuxième méthode et on a fait un cas palpable hier qui consistait à faire quoi? À transformer notre code qu'on avait fait la dernière fois avec Ajax pour qu'il puisse s'adapter avec les promesses. Dans ce cas, par exemple, si on revient même encore sur le code, je ne sais pas si je peux retrouver ce code-là, OpenFile, parce qu'il faudrait que vous compreniez très bien, pour ne pas confondre à chaque fois. C'était sur, comment on l'avait appelé, déjà, alors maintenant, dans la lière, par exemple, pour faire appel, pour transformer notre code précédent en quoi? En promesse. Qu'est-ce qu'on a fait? Il a fallu qu'on puisse modifier notre fonction qui faisait une requête. En quoi? En la faisant retourner maintenant plutôt une promesse. Et lorsqu'on retourne une promesse, c'est quoi? Ça veut dire que lorsqu'on va maintenant faire notre requête, regardez là, par exemple, on émet notre requête ici. Lorsqu'on fait la requête, on sait que c'est une promesse. On a la promesse que la requête peut être quoi? Résolue ou bien elle peut être rejetée. Donc ça peut être un succès comme ça peut être quoi? Un échec. Raison pour laquelle on a retenu plutôt une promesse. Et maintenant, on résout notre promesse dans quel cas? On a résolu notre promesse dans le cas où le ready state de notre requête était égal à 4 et le statut est égal à 200. Dans ce cas, on a retenu donc un resolve. Et dans le cas contraire, un reject. Donc ça, c'est une manière d'utiliser. Or, il pourrait faire plutôt un mec quelque chose, mais ce que ce n'est pas une requête plutôt. Regardez dans tous les exemples que nous avons fait, ce n'était pas des requêtes qu'on faisait. On disait par exemple qu'après un certain nombre de temps, lorsqu'on utilisait par exemple set time out, on simulait en fait ce qu'on peut faire. On disait par exemple qu'après par exemple une seconde, retourne-nous par exemple donne que ça a été fait. Est-ce que vous vous rappelez? Regardez par exemple avec le cas du chargement des fichiers JavaScript. Nous avons vu comment on peut charger les fichiers JavaScript les uns à la suite des autres. Est-ce que c'est des requêtes qu'on faisait? Non, ce n'était pas des requêtes. J'espère qu'ici là c'est clair pour vous. Parce qu'il faut retenir ça une bonne fois pour toutes. Parce que c'est très important, quoi. Ok. Première chose, révisez d'abord le cours que nous avons fait. À partir de ça, pour avoir des questions. Parce que tout ce que nous avons fait, c'est résumé dans les cours. Et tous les cours sont en ligne. Donc, il faut toujours aller réviser ce que nous avons fait avant de penser aux exercices. Si vous ne comprenez pas déjà ce qui a été fait, c'est pas bon. On peut y envoyer ça en ligne. Donc, voilà la syntaxe en fait d'utilisation de fetch. Donc, fetch, c'est une méthode qui va nous permettre de faire quoi? D'envoyer des requêtes vers le serveur de manière moderne, comme j'ai dit tantôt, de manière moderne et polyvalente. Et la polyvalence vient ici au fait qu'on aura plusieurs méthodes pour pouvoir manipuler en fait ça, la réponse de notre promesse. Ou alors pour manipuler en fait la requête HTTP, bien évidemment. Et les options ici, là, vous connaissez très bien ce qu'on appelle les options. Ce sont des paramètres, comme par exemple les entêtes qu'on veut passer, ou alors les méthodes, par exemple comme get, si c'est une requête pour récupérer une page, post, si c'est une requête pour envoyer des données vers le serveur, put, et ainsi de suite, comme vous connaissez. Donc voilà la syntaxe en fait pour créer, et pour faire une requête HTTP en utilisant ici en fait la méthode fetch. URL, comme je dis tantôt, c'est l'URL dans le chemin d'accès qu'on veut aller retrouver, qu'on veut contacter. Ça peut être un fichier, ça peut être une URL, enfin, ça peut être un fichier, ça peut être une API qui est en ligne. Et les options ici là sont facultatives. Si vous ne mettez pas les options, bien évidemment, il va considérer que c'est une requête GET. Mais les options, comme je dit tantôt, vous avez peut-être GET, si c'est tout simplement le téléchargement d'une ressource contenue à une URL, si vous connaissez très bien. Donc, comme je dit tantôt, si vous ne mettez pas les options, ça veut dire que vous faites tout simplement une méthode de requête GET. Donc, si par exemple, je fais par exemple let par exemple promesse
que ce soit par exemple, tu fais par exemple un fit sur qui? Par exemple, sur mon site web, par exemple, je vais dire par exemple homedev.com. Donc là, par exemple, j'ai fait une requête get. Tout simplement, ça va me retenir une promesse. Et puisque je n'ai pas passé les options, ça va considérer que je suis en train de faire quoi? Une requête get tout simplement. Donc par défaut, lorsque vous ne précisez pas les options, ça va tout simplement faire une requête de type get. Est-ce que c'est clair pour vous jusqu'ici? Ok. Donc lorsque vous faites ici là votre fetch, qu'est-ce qui se passe? Dans un premier temps, lorsque vous faites la requête fetch, votre navigateur, en fait, plus c'est toujours le navigateur qui est le client qui envoie la requête, bien évidemment. Donc, quand vous faites le fetch, ce qui se passe, c'est que votre navigateur, lui, il va démarrer la requête de manière immédiate, dans l'instant. Dès qu'il arrive à la ligne 3, directement, il démarre la requête de manière immédiate. Et lorsqu'il va démarrer, il va donc aller contacter, dans mon cas, par exemple, l'URLC, qui est le site web. Donc, je pourrais mettre https://omdev.com. Il va aller donc contacter cette URL-ci et me renvoyer quoi? Une promesse. Parce qu'il dit quoi? La méthode de fetch renvoie quoi? Une promesse. Regardez très bien. Function. Et on dit quoi? Qui retourne quoi? Une promesse comme réponse. Donc, lorsqu'il va faire donc initialiser, donc lorsqu'il va faire démarrer la requête, il va donc renvoyer une promesse. Et maintenant, le code qui appelle cette promesse-ci, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc l'utiliser pour tout simplement obtenir les résultats qu'il veut. Parce qu'on va donc consommer, puisque c'est une promesse, il faut donc la consommer pour obtenir les résultats renvoyés par la méthode fetch. Comment on fait donc pour récupérer les réponses? Ça, c'est la première question qu'on peut répondre. Vous dites, alors ce qu'il faut retenir avec fetch, regardez ce qui se passe. On a deux étapes. Alors, premièrement, qu'est-ce qui se passe? La promesse ici là qui est renvoyée par fetch va se résoudre avec un objet de la classe qu'on appelle response. La classe qui permet de gérer les réponses. C'est lorsqu'on fait une requête, on a bien évidemment la classe response. Vous vous rappelez très bien. Est-ce que vous vous rappelez de response? C'est la classe qui permet de gérer les réponses à ce qui concerne en fait les requêtes qu'on envoie vers le serveur. Donc, lorsqu'on envoie notre requête avec fetch, qu'est-ce qui se passe? On sait d'office que lorsque elle sera, en fait, on sait qu'elle va être résolue quand quoi, on aura une réponse. Et à travers la réponse, on va pouvoir interroger en fait ces réponses-là pour avoir les différents résultats. Parce que dans la réponse, on aura quoi? On aura les différentes enquêtes. Et grâce à ces enquêtes-là, on va pouvoir faire un certain nombre de traitements. Et lorsqu'on a les entêtes, par exemple, on peut regarder au niveau de l'entête. Parce que les entêtes HTTP ont tout ce qui nous concerne. Parce que dans la réponse, on a tous ces éléments-là, en fait. On aura, par exemple, quoi? On pourra vérifier, par exemple, les entêtes. Vous vous rappelez bien les entêtes HTTP. Le statut. On va pouvoir regarder si le statut est à OK. Et à 200, par exemple. Ou bien si le redu state est peut-être à OK, par exemple. Ce qu'il faut retenir, c'est que ici, là, c'est toujours une requête HTTP. Il faut vous documenter sur HTTP. En vous documentant sur MDN, par exemple, vous avez tout un cours sur HTTP. Ça va vous permettre de comprendre vraiment ce que c'est que le HTTP, les différents codes qu'on peut avoir. Ce n'est que ça, en fait. Il faut juste vous documenter dessus, c'est important. Lorsque vous faites des communications. Parce que le HTTP intervient presque partout. Que vous faites des réseaux, vous faites de la programmation. Par exemple, dans notre cas, on fait des requêtes, mais il faut évidemment connaître un peu comment ça fonctionne. Donc, lorsque nous avons fait dans notre requête, on obtient une réponse. À travers la réponse, quoi, on peut donc vérifier l'état HTTP de notre requête.
On peut regarder s'il y a un problème de réseau. Est-ce que si l'adresse n'existe pas? Est-ce que les statuts HTTP sont anormaux? Les statuts HTTP, vous les connaissez. Les 400, les 500, les 200. C'est ça qui nous permet de résoudre, par exemple, notre promesse. Quand c'est à 200, on va savoir que non, la promesse a été résolue. Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur, par exemple, après l'exécution de la ligne 3? Donc, puisque ça retourne ici à ce qu'on appelle une réponse, alors notre réponse, en fait, puisque c'est un objet, il y aura des propriétés. Notamment, par exemple, ici, là, puisque c'est une réponse, on l'appelle réponse. En fait, c'est un objet de type réponse. Et il y aura des propriétés, par exemple, je vais mettre ça où là? Il y aura la propriété, par exemple, statue. Vous connaissez déjà statue. Vous donnez quoi ici là? Le code d'état HTTP. Ça peut être 200 dans le cas où la requête s'est bien passée. Mais ça peut être 500 s'il y a une erreur sur le serveur. Ça peut être 404 si la requête ne s'est pas, si en fait la ressource n'a pas été trouvée. Donc, s'il fait par exemple, donc là, par exemple, ma réponse ici là, je vais essayer un commentaire. Il y aura la propriété statue, il y aura la propriété OK. OK veut dire quoi? On aura toujours OK si notre code d'état HTTP sera compris, par exemple, entre 200 et 299. Là, on sait toujours que notre requête est OK. Donc, en parcourant le cours sur le HTTP, vous allez voir les différents ordres de requêtes. On a 200 à 299, on a 300 à 399, on a 400 à 499, on a 500 à 599. C'est un peu comme ça que ça fonctionne en fait. Mais dans l'autre cas, ça sera OK quand on est à 200, 900. Et on aura toujours un statut qu'on va pouvoir regarder. Et le OK, directement, le statut est compris entre 200 et 299. Est-ce que c'est clair pour vous? Dans un cas simple, par exemple, regardez par exemple, si vous vous montrer un exemple ici. Donc là, par exemple, je vais déclarer peut-être let URL. Je vais définir mon URL que je veux. Ce sera mon site. Je vais copier ça directement et coller là. Juste un exemple. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire let response va recevoir quoi? Fetch de URL. Et à la suite, qu'est-ce qu'on va faire? If on va vérifier si la réponse, le statut code est égal à 200. Et une manière plus facile, c'est de faire quoi? C'est de directement regarder avec l'attribut, la propriété OK. On peut regarder avec le statut et regarder si le statut est égal à 200. Mais nous, puisqu'on sait déjà qu'il y a la propriété OK qui permet de voir si le statut est égal à, est compris entre 200 et 299, nous, on va directement venir, cela dit quoi? Si la réponse, puisque ça retourne une réponse, donc si la réponse, point OK, ça veut dire que est-ce que le statut code est compris entre 0 et 299, alors qu'est-ce qui se passe? C'est nous qui décidons ce qu'on veut faire. Je peux dire cela par exemple quoi? Je veux obtenir par exemple le corps de ma réponse. Parce que lorsque le serveur nous répond, il y a un corps. Il y a le body, si vous vous rappelez très bien avec Ajax, il y a un body qui est retourné. C'est ce que nous avons fait par exemple dans l'exemple avec la météo. Il y a le body qui est retourné. Et ce qu'on va faire le plus souvent, c'est quoi? C'est qu'on va toujours transformer cela en JSON. Donc pour transformer cela en JSON, qu'est-ce qui se passe? On va tout simplement récupérer cela en faisant quoi? Une lettre par exemple, des data, les données qui ont été retenues bien évidemment, est égal à quoi? À response.json. On ne sait pas le format, on sait que ce sera des formats clé-valeur, mais nous on veut directement que ce soit en JSON. Raison pour laquelle vous allez toujours voir, on va faire response.json. Ça va nous faciliter en fait le traitement de ces données-là. Là, par exemple, je fais un point virgule, j'ai contacté mon site. Ah d'accord, oui, il y a une erreur ici. Le data response.json. Et dit maintenant, dans le cas contraire, qu'est-ce qui se passe? Je fais tout simplement une alerte, par exemple, pour dire qu'il y a une erreur. Parce que si ça ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il y a une erreur. Je peux dire, par exemple, exactement, vous voyez que c'est plus rapide. C'est pour ça qu'on vous a dit que c'est une approche plus moderne, en fait. Forcément, parce que c'est ce qu'on utilise le plus souvent.
Ajax Tech pour vous montrer juste que vous pouvez le faire parfois. Et ce que vous allez comprendre, c'est que tous les frameworks qui existent front-end, c'est cette approche qu'ils utilisent. C'est l'approche Ajax ou bien l'approche. Je pense que je vous avais même déjà expliqué pourquoi. Je vais vous montrer Ajax et pourquoi on va faire celui-ci. Parce qu'il y a des projets qui sont déjà dessus, donc du coup, vous allez venir continuer. Dire que vous allez venir recommencer, c'est un gros travail encore. Donc, je peux donc afficher cela également, le statut de la réponse. Response.status. J'ai mon statut de ma réponse. Et tout est OK. Mais maintenant, avec ce que nous avons fait précédemment, dites-moi si ce code-ci va marcher. Regardez ce que je fais. Premièrement, j'ai mon URL qui n'a pas de problème. C'est un symbole qui existe. Il y en a dit que lorsqu'on passe un fetch avec l'URL sans préciser des options, ça veut dire que ça va faire tout simplement une requête de type get. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je dis, si la réponse est OK, alors je récupère toutes les données, je les transforme en JSON. Au format JSON, vous connaissez bien le format JSON, format clé-valeur. Donc, pour que vous puissiez vous retrouver dans la correction, dans le code, je peux même commenter cela pour dire quoi. Lorsqu'on fait par exemple un response.OK, qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Il dit quoi? Lorsqu'on fait un fetch, on obtient quoi? Une réponse qui est au format, qui est de type quoi? Response. Qui est bien évidemment, il y a une réponse. Mais maintenant, ici là, lorsqu'on fait response.OK, c'est pour faire quoi? C'est pour vérifier si le statut code du HTTP, dans on appelle ça le HTTP-statue. On a vu les statuts, est compris entre 200 et 299. C'est à quoi c'est celui-ci. Et on peut également récupérer le statut directement avec la variable, avec la propriété statut de notre objet response. Puisque c'est un objet que ça retourne en fait. Et l'objet là en question, c'est quoi? C'est une promesse. Regardez très bien. Une promesse, si vous voyez une promesse et qu'on a mis les crochets, ouvrant les crochets fermants, qu'est-ce que ça vous rappelle? Qu'est-ce que ça vous dit? Parce que vous voyez cette syntaxe-ci. On a une promesse de type. Vous avez oublié la générosité. Vous ne voulez pas que ça soit une classe générique. Donc, ça veut dire que les promesses peuvent avoir plusieurs réponses. Oui. Donc, en fait, ils ont fait ça derrière. Donc, nous, on ne crée pas la générosité ici comme un C++. C'est fait en arrière-plan. Donc, vous dites que votre réponse est de type. Eux, ils ont fait ça dans la création du langage, en fait. Puisque le langage, on crée les langages, non? Vous-même, vous pouvez créer votre langage. Pour créer les langages, vous devez faire ce qu'on appelle un cours de compilation. Comment est-ce qu'on crée les langages de programmation? Donc, c'était vous montrer juste que la réponse ici est de type promesse. C'est une promesse, mais une promesse de type réponse. Et vous avez parlé de réponse tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle je peux dire quoi? Response.OK et je peux dire response.statue. Alors, mon objectif c'est que vous me dites si ce code-ci va marcher ou pas. Mais vous n'avez rien dit. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que, premièrement, à la ligne 8, qu'est-ce qui se passe? Ligne 8, on envoie la requête. Maintenant, regardons à la ligne 10. À la ligne 10, on regarde if response égale à OK. Est-ce que c'est normal? Ça peut pas être normal parce qu'on ne sait pas si à la ligne 9, ça s'est bien terminé ou bien ça s'est terminé. Est-ce que ça a été résolu ou pas? Parce qu'on est en train de partir utiliser une variable de type promesse. Est-ce qu'on utilise une variable de type promesse sans savoir si elle a été résolue ou pas? Non, ce n'est pas possible. Il faudrait utiliser le mot-clé et wait. Et on attend d'abord, on stoppe l'exécution. On attend d'abord que à la ligne 8, la promesse puisse être résolue. Puisque le fichier ici là va retenir une promesse, il faut qu'on se rassure que c'est résolu. Donc que ce soit bien terminé avant de pouvoir passer à la ligne 10 pour tester si la réponse est OK. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Voilà. Également, à la ligne 12, qu'est-ce qui se passe? À la ligne 12, on essaie de faire quoi? De prendre la réponse et de la convertir en JSON pour pouvoir plus tard peut-être travailler avec elle. Mais pas sur notre problème. On ne sait pas le nombre de temps que ça va prendre. Puisque c'est toujours un objet,
c'est toujours en fait ici là une promesse qu'on est en train de manipuler pour pouvoir plus tard peut-être utiliser. Cela, il faut toujours faire un await pour dire qu'on attend que ça soit résolu d'abord, puisque ça va retenir une promesse. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, vous allez voir toujours, lorsque vous allez utiliser les fetch, il va toujours falloir utiliser les await dans le cas où vous attendez une réponse, pour vous rassurer en fait que c'est toujours résolu avant de pouvoir l'utiliser plus tard. Et plus tard, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut nous faire un alerte, et cela. Cela, il peut faire quoi? Il peut faire même, maintenant, il peut faire quoi? Une console, pour un log de data. Donc, normalement, si on exécute ça et que tout est OK, ça devrait fonctionner. Donc, ça n'a pas mis une erreur, ça veut dire que ça s'est bien exécuté. Donc, s'il vient en console, normalement, alors il y a une erreur, on dit quoi? On no syntax error. Await is not valid in async function in top level body module. Bon, c'est presque normal parce que là, je n'ai pas déclaré ma fonction comme étant async. Si vous vous rappelez pourquoi? On avait dit qu'on utilisait, si elle déclare plutôt ça dans une fonction, ça va fonctionner. Si vous vous rappelez, on avait dit c'est là que le async et le await vont se faire quoi? Vont être appelés dans les méthodes asynchrones. Donc ici là, c'est un code qui fonctionne, mais il faudrait là que pour pouvoir faire un await, il faudrait qu'on ait mis tout notre code ici en fait dans une fonction asynchrone, dans une fonction qui est précédée par le mot-clé async, si vous vous rappelez très bien. Alors, comment nous ici on fait pour obtenir le code de la réponse? J'ai expliqué ça lorsque je parlais. Oui, pour que ça puisse fonctionner, afficher quelque chose en fait. Donc, si je mets tout ça, par exemple ici, par exemple async, def, il y a quel problème avec ça? Ah, async function def. Après, il fait tout simplement un def là. L'essentiel. Il dit quelque chose maintenant. Alors, il y a une erreur où no error where is not defined. Ligne. Est-ce que l'URL est j'ai fait un fetch où là? Mais pourquoi il dit que l'URL n'est pas défini? Bon, ok, là, on va pas perdre du temps. Puisque nous sommes en train de tester. Ah, il y a quelque chose. Ah, c'est celui-ci. Donc là, si on vient ici qu'on actualise, normalement, au niveau de la ressource, access. Bon, ça, c'est un problème du Corse. Bon, vous vous rappelez, il y avait eu ce problème ici avec eux. Donc, en fait, ça, c'est un problème de contact à partir du local vers le serveur. Donc, depuis, je n'ai pas résolu ceci. Je vais venir un peu ici avec Chrome. Avec Chrome, il ne menace pas souvent. Je sais pas, depuis, j'ai cherché toujours à réparer ça avec celui-là sans problème. Ok,
là, lui, il affiche rien. Mais au niveau du réseau, on peut très bien voir. En fait, vous savez pourquoi ça refuse? C'est parce que sur mon serveur, en fait, je n'ai pas autorisé ce type de requête, en fait. Parce qu'on peut refuser ça. C'est au niveau du cross-origin. Allo cross-origin, en fait. Donc, ça veut dire que sur mon serveur, en fait, je n'autorise pas cela. Mais la requête est bien partie, en fait. La requête est bien partie. Est-ce que j'ai fait un console.log ici, là, de la réponse? Je peux faire ici un console.log. On peut faire un console.log ici pour voir ce qui est dans la réponse. Bon, lui, il ne veut pas afficher. Mais bon, on va pas perdre du temps puisque c'est de la fonction. On va voir ça dans un exemple palpable où le cross originaire est accepté. Mais lorsqu'on sera dans le langage web, je vais vous montrer comment est-ce qu'on définit ça. Parce que lorsque vous créez votre site et que vous n'autorisez pas, donc, dans le fichier du serveur, si vous n'autorisez pas en fait que tous les sites web puissent accéder à votre ressource, ça va toujours mettre ce type de récit en fait. Le cross origin allo. Donc, on va voir ça un peu comment ça fonctionne plus tard, notamment lors des envois des données sur le serveur. Si le serveur n'accepte pas en fait des requêtes qui viennent de l'extérieur, il ne peut pas les traiter en fait. Les données vont bien arriver, mais le serveur va rejeter ces données-là en fait. Donc, bon, on va d'abord se contenter de la théorie, après on va passer, proprement dit, à la pratique dans un cas très simple. Donc là, par exemple, je vous ai montré un peu comment ça fonctionne. Mais bon, avant de commenter, mais je devais vous expliquer certains trucs ici qui sont importants. Donc, tout à l'heure, la question que vous posez, c'était comment est-ce qu'on va donc pouvoir obtenir le code de la réponse? Comment j'ai fait pour obtenir le code de la réponse, par exemple? Qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? Je vous ai parlé cela de réponse, de l'objet réponse, qui est retourné par quoi? Qui est retourné par fetch de notre URL. Est-ce que c'est clair? Lorsqu'on fait ça, en fait, on obtient une promesse de type réponse. Vous avez très bien vu tout à l'heure. Notre promesse était de type réponse. Et notre réponse, là, en fait, on la met comme ça, réponse. Promesse, promise. Bon, c'est mieux de toujours mettre pour vous orienter lors de. Vous allez comprendre quand vous allez voir. Donc voilà l'objet qu'on a en fait. Voilà ce que ça retourne en fait. Une réponse. Une promesse de type réponse. Donc on a donc une réponse proprement dite en fait. Et donc, cette réponse-ci en fait fait quoi? Elle va nous fournir plusieurs méthodes qui seront basées sur les promesses. Parce que c'est une promesse. La réponse va nous fournir plusieurs réponses basées sur les promesses qui vont nous permettre d'accéder au corps de notre requête, au corps de la réponse, dans plusieurs formats qu'on veut en fait. Donc dès qu'on a la réponse, on peut les convertir comme on veut. Donc par exemple, je vais prendre un cas simple. Bon, c'est mieux que quand c'est commenté là, je pense que vous ne voyez pas très bien. Je vais même lever la fonction si on puisse travailler sans problème. Ok. Donc, quand j'ai ma réponse en fait, qu'est-ce que je peux faire? Bien, c'est mieux que je vienne ici là et dire plutôt obtenir le corps de la réponse. Donc, lorsque j'ai une réponse, qu'est-ce que je fais pour avoir le corps? Donc, il fait juste une réponse. Donc, si par exemple j'ai mis le contenu de ma requête dans réponse, qu'est-ce que je vais donc faire? Je peux faire un réponse.texte. Que va faire le réponse.texte par exemple? Ça va permettre de lire la réponse et de la retenir sous forme de texte. Donc, lorsqu'on va faire une requête avec fetch et que là, tout va bien se passer, à travers notre promesse réponse, on va pouvoir récupérer le texte sous forme brute. Avec quoi? Avec le response.texte. Donc, ça veut dire quoi?
Ici, il peut même commenter si vous voulez. Réponse sous forme de texte. Maintenant, ce que nous avons vu plus haut, c'était quoi? C'était le response.json. Vous l'aurez déjà compris. Qu'est-ce que ça fait? Ça va analyser la réponse sous forme de quoi? En JSON, tout simplement. Donc, ça va transformer la réponse qu'il a obtenue en JSON. Un exemple très simple. Par exemple, la réponse peut être, par exemple, que si par exemple on a récupéré un utilisateur, ça peut venir de la sorte. Ça va venir par exemple là. Je ne sais pas si vous voyez très bien. On aura par exemple, name 2.camel. On pourra par exemple, isAdmin 2.ok. En faisant le response.json, qu'est-ce qui va se passer? Il va transformer donc ça en objet JSON. Donc, il va me dire que là, par exemple, vous connaissez très bien la notation. On aura ça, la clé, on aura la clé, on aura la valeur. On aura la valeur. Parce que quand la réponse vient, en fait, il vient directement avec les valeurs, en fait. Ça, on se comprend. Oui. Voilà, maintenant, une autre forme, en fait, une autre manière d'accéder au corps, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le response.form data. Est-ce que vous vous rappelez des form data? Je ne sais pas si on avait déjà vu les form data. Ah, nous ne l'avons pas vu, nous allons le voir. Comment est-ce qu'on envoie les données sur un serveur? Bon, je pense qu'on ne va même pas le voir parce que ça va perdre le temps. On va le voir lorsqu'on sera sur un langage serveur. Parce que même si on le voit maintenant, ça sera théorique. Parce que comment est-ce que vous faites, par exemple, pour envoyer les données? Par exemple, l'utilisateur veut pouvoir peut-être envoyer les données sur le serveur. Par exemple, il veut changer sa photo de profil. Il va envoyer un document. Par exemple, si vous avez demandé le document, il va envoyer un document. Et vous voulez faire l'envoi de manière asynchrone, en arrière-plan, sans recharger la page. Comment vous le faites? En utilisant ici, en fait, ce qu'on appelle l'objet form data. L'objet form data nous permet d'envoyer des données vers le serveur ou alors de récupérer les données et traiter les données qui sont quittées du serveur en fichier. On peut bien évidemment le faire lorsqu'on est en train de récupérer les données côté serveur. Donc pour ce cas-ci, on va faire ce qu'on appelle le response.form data. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va tout simplement faire quoi? On va tout simplement essayer de retourner la réponse en tant qu'objet form data. Je pense qu'il faut me rappeler si je ne fais pas ça plus tard. Donc, lorsque vous allez voir form data, en fait, ça concerne tout simplement l'envoi de formulaires HTML avec ou sans fichier. Parce que lorsqu'on va faire l'envoi d'un formulaire d'un serveur, donc quand vous avez récupéré par exemple les données d'un utilisateur dans un formulaire, vous avez récupéré tout simplement les données dans un formulaire, il faut que vous les envoyez au serveur. Et pour les envoyer au serveur, on utilise ce qu'on appelle l'objet form data. C'est tout ça qu'on va utiliser. Ne vous inquiétez pas, on va le voir lorsqu'on sera dessus. Donc ça va permettre, ça, comme je dit tantôt, de retourner la réponse en fait en tant que objet form data. Bon, en écrivant ça, si vous pouvez noter, c'est bien là. On va facilement. Voilà les principales méthodes qu'on utilise le plus souvent pour obtenir le code de la réponse. Bon, il y a également la dernière, bon, on n'utilise pas le plus souvent, c'est ce qu'on appelle le response.body. Donc, on dit par exemple, si vous faites par exemple un response.body, qu'est-ce qui va se passer? Ça va vous permettre tout simplement de lire le code de la réponse de manière ici là, séquencée. Donc, ça dit quoi? Brique par brique. Ensuite, je vais lire par exemple le contenu morceau par morceau. Je peux utiliser ce qu'on appelle le response.body, mais le plus souvent, on ne va pas l'utiliser. Donc, le plus souvent, c'est les deux qui vont nous intéresser.